La menace évolue, la technologie de ceux qui nous veulent du mal, qui nous frappent en plein cœur, évolue. Il est normal que l'État fasse évoluer ses moyens. Je pense ainsi aux captations d'évolution du comportement des individus et des besoins nouveaux dont nous avons besoin. La technique dite de l'algorithme, dont je constate d'ailleurs que la plupart des grands majors informatiques l'utilisent, il serait un peu étonnant que l'État français, souverain, contrôlé par au moins 4 instances, ne puisse pas le faire. On est sur le fait de donner énormément d'informations à l'État. Et dans les débats, c'était assez intéressant parce qu'à chaque fois, on nous remettait en face le fait que Google, Facebook avaient déjà beaucoup d'informations sur vous. Ouais. Sauf que ce ne sont pas des États. Il est tout à fait possible de se désinscrire de Facebook si on le souhaite. C'est difficile, mais c'est possible. On ne peut pas vraiment se désinscrire d'un État. Puis un État, c'est une institution qui a la possibilité de vous arrêter, de vous détenir. C'est très très grave que l'État ne se rende pas compte qu'il n'a pas le même statut qu'une entreprise privée. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Blast, je vais vous parler à nouveau de technologie et de liberté. Après les algorithmes contenus dans nos caméras de surveillance, après les données du pass sanitaire, aujourd'hui on parle de la loi sur le renseignement. Cette loi a été adoptée par le Sénat le 30 juin et elle prévoit un renforcement des mesures antiterroristes et du renseignement, conservation généralisée des données de connexion, recours à des algorithmes pour traiter ces mêmes données, surveillance de masse. Certaines de ces mesures inquiètent et cristallisent de nombreuses oppositions. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Saint-Père, vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty International France, et Hugo Bernalici, vous êtes député LFI du Nord, plutôt en charge des questions de sécurité au sein de votre groupe. Vous êtes tous les deux opposants à ce projet de loi, donc on ne va pas faire un débat, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce texte et pourquoi est-ce qu'il inquiète des gens. Donc première question, je commence avec vous Anne-Sophie, c'est quoi le problème avec cette loi d'enseignement? Pourquoi il inquiète autant de gens? Alors c'est une loi de renseignement, mais aussi de lutte contre le terrorisme. Globalement, il y a 2 parties dans ce texte. La première partie qui va rendre permanente des mesures issues de l'état d'urgence de 2015, qui permettent d'assigner des personnes à résidence, de mener des perquisitions administratives, d'établir des périmètres de sécurité ou de fermer des lieux de culte, et ce, essentiellement aux mains de l'administration, donc avec un contrôle judiciaire inexistant ou très réduit. Donc ça, c'est des mesures qu'on avait déjà dénoncées au moment de l'état d'urgence de 2015, puis quand elles ont été introduites dans le droit commun par la loi SILT en 2017. Et quand elles ont été introduites dans le droit commun par la loi SILT, il était entendu qu'elles devaient prendre fin 2020 parce que ce sont des mesures qui sont attentatoires aux droits et libertés fondamentales, puisqu'elles permettent de réduire les libertés sans intervention d'un juge. Or là, l'idée, c'est de les rendre permanentes. Donc en fait, ce qui devait être temporaire devient permanent. On fait rentrer dans le droit commun des mesures d'exception, en fait. Voilà, on fait rentrer dans le droit commun 2 mesures qui permettent de priver des gens de liberté sans intervention d'un juge, sans débat contradictoire, par le biais de mesures administratives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dénoncé depuis le début. On a publié un rapport pour montrer en quoi c'était attentatoire concrètement aux droits des personnes visées, au droit à mener une vie familiale, au droit à la vie privée, au droit au travail. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans ce projet de loi qui est la partie renseignement, qui vise là à pérenniser des dispositifs de la loi renseignement de 2015, et notamment la surveillance par algorithme, qui est une forme de surveillance de masse, donc non ciblée, ce qui pour nous va être une violation disproportionnée du droit à la vie privée. Et puis ça sert aussi à étendre toute une série de pouvoirs des services de renseignement, notamment par des échanges d'informations entre services, des transferts d'informations de la part de l'administration. Enfin, il y a toute une série de dispositions qui accroissent les pouvoirs de surveillance. Pour nous, toute surveillance représente une menace pour le droit à la vie privée, pour le droit à la liberté d'expression, parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière si on sait qu'on est surveillé. Et donc, on alerte sur le fait qu'il n'y a probablement pas de garantie suffisante et que les débats sont passés très rapidement sur un projet de loi qui est menaçant pour les libertés publiques. Même si quand on les a interrogés sur ce qu'ils voulaient faire concrètement derrière avec ces algorithmes, qu'est-ce que ça leur permettait de faire concrètement? Est-ce qu'ils allaient pouvoir, par ce biais-là, attraper les données de connexion des gens, au sens leur identifiant, leur mot de passe quand ils vont sur un site internet avec leur URL et les clés de chiffrement qui vont avec? Silence radio. On nous a même dit « Ah non, on ne peut pas vous en parler parce qu'il ne faudrait quand même pas mettre au courant les terroristes de nos méthodes ». Oui, enfin bon, moi j'aimerais bien être au courant en tant que parlementaire de ce qui pourrait arriver à n'importe qui n'est pas mis en cause judiciairement et à qui... À ce stade, on ne reproche rien. Et puis, il y a une autre problématique avec ces algorithmes, ces boîtes noires,
c'est que on a le parlementaire d'opposition que je suis a un niveau d'information très disparate sur le sujet. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer non plus dans le détail, parce que j'en sais rien au fond. Seuls les parlementaires qui sont dans la délégation parlementaire au renseignement en savent plus. Sauf qu'il y a il y a des représentants de La République En Marche et des Républicains dans cette délégation parlementaire au renseignement. Il y a des sénateurs aussi, il y a un sénateur socialiste qui existe dans la délégation parlementaire, mais tant qu'on n'y a pas accès, ils ont leur propre niveau d'information. Ils nous font, eux, un rapport sur ce qu'ils pensent être proportionné ou pas, utile ou pas de ces boîtons et de ces algorithmes. Eux disent c'est génial. Vous ne savez pas... Non, mais non, parce eux disent c'est génial, et par contre, il y a eu une fuite dans la presse, dans le journal Le Monde, qui faisait état d'un rapport que le gouvernement a remis aux parlementaires de la délégation parlementaire renseignement, rapport qui n'est pas public, et qui, lui, stipule que ces boîtes noires, ces algorithmes, n'ont débouché sur aucun objectif opérationnel. Donc une fois qu'on arrive à échéance du dispositif pour examiner la loi, il y a deux choix, quoi. Il y a soit on dit ça n'a débouché sur aucun objectif opérationnel, donc ça ne sert à rien, et c'est tout à fait disproportionné, attentatoire aux libertés, puisqu'on peut tout surveiller ce que vous faites sur Internet, et en contrepartie, on a déjoué aucun attentat. Ou alors on fait ce que demandent les services de renseignement et ce que nous vend La République En Marche, c'est dire ah oui mais c'est parce que on ne capte pas 100% des données, on ne capte pas tout, et donc du coup il faut aller encore plus loin dans ce qui est attentatoire aux libertés. Une embrouille qui a été faite pour que les parlementaires qui pouvaient se poser des questions ne s'en posent pas trop, on leur a dit non mais oui c'est disproportionné, oui c'est un peu exorbitant du droit commun, mais vous inquiétez pas, on a mis une date de fin. C'est vraiment parce que là, il y a la menace, et s'il n'y a plus la menace, on va le retirer. Mais non, leur objectif n'a jamais été de retirer ces dispositions. C'est juste pour faire passer les choses. On met une date de fin en disant « rassurez-vous », et le moment venu, on a dit « ah, mais on ne peut plus s'en passer, les services de renseignement le demandent, et si vous les retirez, vous êtes même accusés d'être laxistes, voire même complices des terroristes, et de vouloir faciliter leurs assassinats et leurs attentats. » Je vais vous dire, si cette loi empêche un seul attentat, sauve une seule vie, épargne une seule famille de ce drame que le terrorisme, de ce drame qu'est l'islamisme, alors on aura gagné. Comment pouvez-vous être opposé à l'examen de cette motion, à l'examen du texte, par cette motion? Qui cherchez-vous à câliner dans le sens du poil? Donc il y a cette fuite en avant permanente, et heureusement qu'on a des associations, des ONG comme Amnesty et comme beaucoup d'autres, Ligue des droits de l'homme, etc., qui rappellent les principes qu'on est censé poursuivre quand on fait une loi. C'est pas open bar, quoi. Et là, en cette matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, on voit qu'il n'y a plus de limites. Et en ayant introduit le concept de dangerosité, ça permet absolument tout. C'est des concepts vagues qui sont extrêmement ouverts, en fait, et qui peuvent totalement dépasser le cadre de la simple lutte contre le terrorisme. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'éléments montrant que les mesures de la loi SILT étaient utilisées pour autre chose que la lutte contre le terrorisme. Pour le renseignement, c'est un autre sujet, parce que le renseignement ne sert pas qu'à lutter contre le terrorisme. Sur les mesures de la loi SILT, un point qui est important, c'est que cette clause de revoyure, c'était aussi un peu l'idée qu'on allait voir si ça servait à quelque chose, évaluer. Et dès le départ, la rapporteuse spéciale des Nations Unies avait demandé à la France de mener une évaluation indépendante sur les impacts de ces mesures sur les droits humains. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On avait demandé à minima, alors sachant que nous on est contre les mesures par principe parce que c'est une violation au droit au procès équitable, il n'y a pas de contradictoire, on peut être sanctionné sans avoir droit à un procès pour se défendre sur la base d'éléments flous et issus des services secrets donc auxquels on n'a pas accès. Mais même ce principe de faire une évaluation avant de prolonger n'a pas été suivi. Pour revenir sur la surveillance de masse, on a un peu parlé de l'efficacité dont on n'est pas vraiment informé. Amnesty International, on est contre de toute façon la surveillance de masse. C'est-à-dire que pour nous, ce sera forcément une violation disproportionnée du droit à la vie privée, la surveillance, et donc ça au sens large, et c'est pas uniquement pour la lutte contre le terrorisme que la surveillance est utilisée. C'est utilisé pour surveiller les mouvements sociaux, pour surveiller différentes tendances dans la société. Et pour nous, ça ne doit pas être généralisé et on ne peut mettre en place des mesures de surveillance que si elles sont ciblées sur la base de preuves qu'une personne se livrerait à des comportements répréhensibles et sous le contrôle d'une autorité indépendante, donc ça pourrait être un juge. Et c'est pas du tout ce qui est en train d'être mis en place, enfin ce qui est mis en place et prolongé en France. Et en 2015, quand la loi renseignement avait été votée, il y avait eu beaucoup de mouvements de protestation. On était à l'époque des révélations de Snowden qui révélaient
ce type de pratique dans d'autres pays. Edward Snowden, qui est un agent de la CIA, qui a fait défection et qui a révélé un certain nombre de données sensibles qui montraient que les États-Unis avaient mis en place un système d'espionnage généralisé, même chez leurs alliés, au niveau mondial, notamment avec ces algorithmes. C'est ça. Voilà, globalement c'est ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu inquiétant de voir que des mesures aussi attentatoires aux libertés passent mais très rapidement, avec très peu de débats, et il y a un effet d'habitude sur la perte de liberté qui nous inquiète beaucoup.